Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 5 février 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 43 000 $ et un Ether à 2003. C'est la stagnation depuis plusieurs semaines, bien qu'on soit légèrement dans le vert ce matin. Le BNB qui progresse de quasi plus 3%, plus 7% pour Chainlink qui s'approche des 19 $. On a tout ce top 10 qui est soit à l'équilibre, soit en léger positif, moins 0,77 du côté de XRP. Voilà, une semaine qui a été à moins 4%. Toujours cet équilibre qui trace jusqu'au top 30 où nous attend 28e place, plus 4%, Optimism. On a le Lido Token à l'équilibre et en moins 13% sur la semaine. Plus 7% encore pour Celestia, 18,22 $. Et on clôture le top 50 avec Render, Sui, The Graph, Multivers X, Bitcoin SV, AAV et Algorand. Ça n'a guère bougé ces dernières semaines et où on capitalise à la 50e place 1,32 milliard pour Algorand et Render et Quant qui est juste au-dessus qui capitalise eux 1,50 à 1,60 milliard. Du côté du 4 heures, donc après la petite déviation ici qu'on avait eu le 23 janvier autour de 8 heures, on a réintégré l'ancien range qu'on travaille au milieu et on peut observer que les 43 000 c'est vraiment une zone de fixation en ce moment pour le marché. On oscille un peu en haut, un peu en bas, mais on y revient toujours et notamment au cours des week-ends. Le Crypto Fear and Greed 60, pas très loin de passer dans l'euphorie. Malgré tout, j'ai pas la sensation en ce moment qu'il n'y ait quelconque euphorie que ce soit sur le marché. On verra à l'approche effective du prochain halving qui devrait se dérouler autour de la mi-avril 2024 si effectivement ça relance un peu un semblant de quelque chose. Au niveau de la map de liquidité, donc toujours en haut entre 44, 46 à 48, mais le gros, le dur se passe entre 50 à 54. En bas, on est plutôt sous les 40 000 avec 39, 38 et ensuite il faut repartir sous les 36 000 avec cet énorme bloc qui basiquement est entre 31 000 et justement 33-34 à jusqu'à 35-36. Le partenaire du jour avec Bitpanda qui a noué un partenariat récemment avec le Bayern de Munich, donc encore un partenariat en bonne et due forme et surtout pour une des top tiers plateformes européennes puisqu'ils sont localisés en Autriche. Ils ont toutes les accréditations dans plusieurs pays dont le fameux PSAN en France. Vous avez la possibilité d'investir et de staker puisque les crypto-monnaies on peut la plupart du temps en mettre certaines à travailler et notamment pour sécuriser le réseau quand il y a du proof of stake pour participer donc à certaines blockchains. Et là en ce moment ils ont une offre avec aucun frais de dépôt. Donc jusqu'à présent quand vous déposiez en euros, que vous faisiez une CB etc, vous aviez des frais et notamment de virement. Là en ce moment vraiment ils ont coupé depuis le 1er février l'intégralité des frais, ce qui vous permettra de ne plus avoir que le petit spread, c'est-à-dire le frais que Bitpanda s'octroie au moment du passage d'ordre. Ils ont augmenté en outre la possibilité donc du plafond de carte de crédit de 10 000 € à 20 000 € et vous pouvez utiliser Apple Pay et PayPal, donc l'intégralité de tous les moyens de paiement qui sont disponibles actuellement sur Bitpanda. N'oublions pas également qu'ils vous proposent un plan d'épargne directement, donc vous pouvez relier soit votre compte, soit immédiatement créditer par exemple le montant que vous aviez défini et tous les mois investir en fonction de ce que vous avez décidé. Et vous pouvez investir à la fois dans les cryptos mais aussi dans les actions, notamment les actions américaines, les fameux ETF. Vous avez des indices crypto avec par exemple un panier de 10, 25, 5 cryptos qui vous permettront de suivre que le top ou potentiellement de vous positionner sur les infrastructures, sur la DeFi, sur tout ce qui est smart contract. Donc ça aussi c'est plutôt cool pour investir dans un domaine. Et ensuite vous avez les métaux précieux, les matières premières. Voilà, il y a absolument tout qui est disponible et surtout vous pouvez le faire de façon automatisée et récurrente. Donc n'hésitez pas à découvrir Bitpanda, vous avez le lien en commentaire et description. Je rappelle malgré tout que le marché des cryptos est volatile et qu'il n'y a pas d'investissement sans risque bien entendu et ce dès le premier euro. Et c'est pour ça que se faire comme ça une petite épargne programmée long terme sans se casser la tête et sans être collé toute la journée aux réseaux sociaux ou aux graphiques, ça paraît être pour les particuliers la plupart du temps quelque chose qui est plutôt porteur justement au long terme plutôt que d'être tous les jours à se poser la question de ce qu'on va acheter, ce qu'on va vendre, etc. Ce qui complique énormément les choses par la suite. Donc vous avez le lien en commentaire et description. Et on passe à la suite avec GamesJJ qui nous a fait un trade du seigneur là pour le coup avec 120 jeux qui ont été tout simplement testés et review au niveau d'un long thread Twitter. Il les a classés par top rating, donc pour lui du plus haut au plus bas entre guillemets avec des scores qui commencent à 8,5 pour le S tier et petit à petit on descend. Donc vous en reconnaîtrez énormément
forcément, et il y a notamment les Français de Cross the Edges qui sont dans le top, pas maximal, mais quand même dans le top très très bien classé, et dans le top absolu, il y a Illuvium, Plague Big Time, Superior the Game et Play Wildcard. Donc voilà, après comme d'habitude, ça reste un domaine en particulier. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a Swissborg qui s'apprêterait à lancer la thématique gaming avec pareil un panier de devises, ce qui permet plutôt que d'avoir un seul actif de s'exposer à tout le top 5, le top 10 des meilleurs entre guillemets, et voilà, ça fait une moyenne qui est tout à fait honnête en bull run, notamment si d'un seul coup il y en a un des 5 ou des 10 qui se met à performer frénétiquement. La plupart du temps il y a les autres qui se contentent de suivre un tout petit peu derrière, mais il va falloir être observateur effectivement des différents domaines. On l'a vu avec l'IA qui a très très bien performé sur 2023, donc 2024 on est toujours un peu dans cet attentisme aussi de ce que pourrait être le prochain gros narratif, et c'est vrai que ça fait pas mal de temps quand même que tout ce qui est gaming lié à la blockchain, lié au NFT, etc. a quand même voilà, eu le vent en poupe par le passé, et on attend un renouveau, une version 2.0, 3.0 qui vraiment pourrait arriver là et pourrait offrir de très belles choses. Donc personnellement, j'en ai quasiment pas de tous ces trucs en portefeuille, mais clairement, j'attends que ça, d'avoir un truc qui est à la fois liquide et à la fois un panier de devises pour pouvoir investir dans plusieurs projets en un seul clic finalement, de pas trop me casser la tête, et derrière on verra ce que ça donnera. En tout cas pour ceux qui veulent creuser, là vous avez un truc vraiment qui est plutôt pas mal, et avec un classement qui vous permettra d'y voir potentiellement un peu plus clair. Après comme d'habitude c'est sujet à la vision aussi de la personne qui a proposé ce top, donc peut-être que son top à lui ne sera pas votre top à vous. Le but étant d'être aligné avec ce sur quoi et dans quoi vous souhaitez investir, bien entendu ce ne sont que des pistes. On a un long trade également sur l'enquête de CryptoGoku qui est vraiment Satoshi Nakamoto, donc avec les différents suspects petit à petit qui paraissent, et là c'était le suspect numéro 2 avec Alphine. Alors il y a beaucoup de spéculations autour de qui pourrait être Satoshi Nakamoto. Est-ce que c'est une seule personne qui a créé le Bitcoin? Est-ce que c'est une entité avec plusieurs personnes? Les plus complotistes entre guillemets y verront même parfois une action coordonnée de la CIA, du FBI et je ne sais quoi. Enfin voilà, on peut y mettre absolument toutes les thèses et hypothèses qu'il soit, mais dans tous les cas c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a 1, 2, 3 qui sortent un peu du lot. Il y avait également, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient sur la chaîne depuis plus longtemps que ceux qui se sont intéressés aux cryptos un peu tardivement ces 1 ou 2 dernières années, il y avait Paul Calder-Leroux qui avait été un peu voilà, malmené par les autorités au moment de son arrestation, et pour qui il y avait quelques similitudes et dans son passé cryptographique et dans la façon de s'exprimer. On a eu aussi, c'était assez troublant d'ailleurs, sa disparition entre guillemets à partir du moment où il a été incarcéré aux États-Unis, qui a coïncidé avec le moment où Satoshi avait arrêté de poster. Donc c'était encore une histoire assez rocambolesque avec un gars qui se faisait appeler, son pseudonyme c'était Paul Solocci si je dis pas de bêtises, puisque j'avais fait un prank en plus il y a 3-4 ans en disant ça y est, c'était le 1er avril, on a découvert qui est le mystérieux créateur du Bitcoin, etc. J'avais essayé d'étayer un peu le truc avec des articles et tout ça, et il y avait beaucoup de personnes qui avaient cru. On devait être d'ailleurs en avril 2020 au moment du crack Covid, il y a des personnes vraiment qui avaient pris ça premier degré, malgré le fait qu'à la fin c'était marqué noir sur blanc que c'était un poisson, on l'avait mis dans les commentaires et tout, mais voilà, c'était un truc qui était suffisamment réaliste sur le papier pour que ça puisse être tout à fait crédible, et ça l'est encore aujourd'hui, de même que Alphine et 2 ou 3 autres. Donc j'espère que lors de cette enquête on aura un petit encart de la part de Goku, sinon c'est une perche que je lui lance autour de Paul Calder-Leroux, parce que j'avais trouvé ça complètement fou. On est quand même sur l'inventeur, je crois, de TrueCrypt, un truc comme ça, et il avait participé à vraiment des trucs très profonds d'un point de vue cryptographique, et le gouvernement américain, du moins les forces de l'ordre, qui ont mis la main sur ce personnage et qui peut-être voilà, leur a révélé certaines choses, ou je ne sais quoi. Là on rentre vraiment dans le côté un peu plus complotiste, ou le côté collaboratif si je puis dire.
Plus que le prix, le plus intéressant dans l'exercice des projections en vue d'un futur cycle haussier, ce sont les capitalisations des actifs. Alors je me suis basé sur un tweet que j'ai chopé un peu au pif, il m'a été recommandé dans Pour Vous sur Twitter, donc je vais très peu souvent dans Pour Vous parce qu'on trouve tout et n'importe quoi, et la plupart du temps des trucs qui n'ont même pas quoi que ce soit à voir avec ce qu'on a envie de voir ou de chercher. Mais là j'ai trouvé ça plutôt intéressant puisque ça prédisait basiquement un Bitcoin à 113 000 $ et un Ether autour de 11 500, et avec d'autres cryptos, enfin voilà, je les ai toutes citées ici, on va faire un petit travail de fond autour de ça quelques instants. Et donc si on prend les prix du modèle de bull run réalisé par l'IA, et pareil il y a très peu de détails, on ne sait pas comment ça a été formulé, etc. Donc le but c'est pas de s'appuyer sur ce prix, sur la capitalisation, sur le voilà, peu importe ce qu'a dit l'IA, c'est d'essayer nous d'en tirer quelque chose de positif et d'essayer de nous projeter à partir de ça, peu importe le prix auquel on croit que tel ou tel actif ira. Et si on part donc d'un Bitcoin à 113 000 qui finalement est assez proche des 100 000, le fameux compte-rond psychologique, on aurait un Bitcoin qui capitaliserait donc autour de 2220 milliards, ce qui fait qu'on peut même arrondir avec un Bitcoin à 100 000 autour de 2000 milliards. Un Ether, s'il vient à 11 500, donc au-dessus des 10 000 $, qui capitaliserait 1380 milliards. On avait XRP qui capitaliserait 193, ADA Cardano 180 milliards, Solana 155, Polkadot autour de 80 milliards, Avax et Chainlink chacun 60 milliards, donc pas à eux deux, hein, vraiment chacun, Matic 28 milliards et IGLD 11 milliards, sachant que Matic a fait couler beaucoup d'encre puisque à 2,91, ça voudrait dire qu'il ne touche pas son ex-ATH. Alors je suis assez d'accord avec les personnes dans les commentaires qui disent que forcément on aura probablement un peu plus, mais quand on voit aujourd'hui Chainlink qui est entre 70 et 80 centimes, admettons même qu'ils viennent chercher à aller en x10, c'est-à-dire qu'on aura un link autour de 7 $. Est-ce que les personnes qui en ce moment s'intéressent au marché crypto, en tout cas ceux qui ont des petits portefeuilles et qui cherchent à faire des gros rendements, etc., se contenteront d'un x5 à x10? Alors c'est tout le discours ambigu qu'il faut que je décrive, puisque la dernière fois, dans la dernière émission, c'est justement ce dont je parlais. Il va y avoir des profils d'investisseurs complètement différents qui viennent au marché crypto, qui va aller de la whale avec 10, 50, 100 millions au gars qui vient de découvrir les cryptos et qui rentre ici comme un casino avec ses 50 ou 100 balles en pensant qu'il va flip ça en 100 000 en pariant sur la bonne crypto, monnaie de chien ou je ne sais quoi. Enfin, vous connaissez un peu le truc désormais, je suppose, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici aujourd'hui, et pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous auraient rejoints en cours de route, et je pense qu'il y en a encore assez peu. Voilà, il y a ces deux antagonistes, deux personnes qui vont essayer d'investir vraiment sereinement et de façon pérenne au travers du temps. Et donc pour quelqu'un qui est en mode casino x5 à x10, ça peut paraître dérisoire. Pour une personne qui est en mode investisseur entre guillemets bon père de famille, puisque les whales ils font tout sauf du bon père de famille, on va recentrer un peu le débat entre le dégène absolu qui serait le 0 sur l'échelle, sur la règle, le 10 qui va être le bon père de famille au milieu, et le 20 entre guillemets la whale avec des moyens quasi illimités. Et donc le bon père de famille, tu lui offres un x5 sur Matic, sur ce cycle. J'ai aucune idée de si ça arrivera, bien entendu. Ce ne sont que des chiffres pour vous donner une idée et un rapport de ce que pourrait donner un bull run. Effectivement, au niveau de la capitalisation, on aura un Matic autour de 28 milliards, mais qui ne viendrait même pas chercher son ex-ATH au niveau du prix du token, ce qui peut paraître assez pessimiste finalement sur le papier. Toujours est-il, là où on veut en venir, c'est que sur le cycle précédent, Matic, Polygon avait fait x150, et encore j'ai mis x150 parce que j'avais la flemme d'aller vérifier, mais à mon avis par rapport au point bas extrême quand il avait commencé tout juste à être listé, etc., on devait être sur un x200 ou x250 par rapport au cycle précédent. Donc globalement, Matic a déjà fait le gros de sa performance, le gros de ce bull run, et admettons que j'aille dans le sens des personnes dans les commentaires qui disent que Matic est un projet très porteur, qui a un très bon fondamental, etc., ce avec quoi je suis totalement aligné avec vous et je suis totalement d'accord. Immédiatement, il y en a un ou deux qui sont rentrés dans l'invective, ouais, t'as perdu la tête, etc. Ils ont même pas lu le post que de suite ça commente, etc. Enfin, Twitter, c'est comme d'habitude, voilà, il y a à boire et à manger malheureusement.
Et globalement, là, par rapport au travail que nous essayons de faire, cette réflexion, on va dire, intellectuelle de ce que pourraient donner les capitalisations, quand bien même on irait chercher un x10 sur Matic, on n'aura plus jamais théoriquement le fameux x150 à x200 qu'il a déjà réalisé pour en arriver jusqu'ici. À partir du moment où on a un actif qui commence à coter en milliards, voire en dizaines de milliards, vous vous doutez bien que la fête est finie, entre guillemets, pour cet actif. Est-ce que ça en fait un mauvais candidat pour celui qui est sur son échelle entre 10 et la whale, qui va venir prendre son x2, x3, x5, bien entendu que c'est super intéressant. Donc, comme d'habitude, vous allez devoir à la fois jauger de ce market cap s'il est intéressant pour vous et si vous pensez que c'est sous-coté par rapport à la phase de marché que nous sommes en train de traverser, mais surtout, vous allez devoir vous mettre un objectif de rapport, c'est-à-dire de ROI. Est-ce que vous rentrez pour un x2, est-ce que vous rentrez pour un x5, ou est-ce que vous voulez absolument votre x50 ou que sais-je. Et ça, c'est quelque chose aussi avec le peu de recul de ces dernières années que j'ai, qui est totalement imprédictible. Le token le plus récent avec lequel on a eu cette très très bonne surprise, mais qu'on ne pouvait anticiper, c'était le token de Celestia. À aucun moment, quand j'ai acheté du token Celestia au marché autour de 2$, 2,50$, j'avais strictement aucune idée que le truc, il allait nous pousser jusqu'à 20$ dans la foulée. Et d'ailleurs, ça a pris quand même un minimum son temps pour monter. Il y avait la possibilité de le staker pour temporiser un peu. Il y a encore très peu de tokens Celestia qui sont disponibles au marché. Et ça, c'est le second point sur lequel je voulais énormément insister. C'est que lorsque vous allez faire votre petite étude comme ça de capitalisation, plus que de vous projeter uniquement sur un prix, puisque si vous vous projetez juste sur un prix sans mesurer à côté la capitalisation, vous pouvez dire des conneries comme Bitcoin 1 million, etc. Et vous ne savez même pas vous représenter ce que c'est en termes de milliers de milliards de capitalisation, ce qui vous démontrera aussi par corollaire que si un jour on a un Bitcoin à 1 million, ça veut dire que à côté probablement le système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est effondré, ou le dollar ne vaut plus rien et il y a un cataclysme d'un point de vue mondial. Donc ça aussi, c'est des petites réflexions que tout à chacun doit se faire de son côté pour vérifier qu'on ne part pas complètement en toupie, et notamment en bull run, puisque si on prend en considération que le bull run arrivera sur l'année roulante en cours entre 2024 et 2025, ça va être une période qui va être excessivement difficile, ça je peux vous le garantir. Et donc pour pas perdre pied, pour pas perdre les pédales, au-delà d'un prix, on observe les capitalisations, mais qui doit aussi se faire sur le motif de combien de tokens sont déjà en circulation. C'est ce qu'on appelle le circulating supply, en gros le nombre de tokens à un instant T qui est disponible au marché. Sauf que quand on a un projet aussi génial soit-il que Celestia récemment, je prends cet exemple puisque c'est celui qui parlera au plus de monde et qui est le plus aisé à mettre en avant, eh bien on va avoir un release de tokens d'ici moins d'un an qui va vraiment faire exploser l'offre disponible au marché. Alors probablement que si on est en bull run au même moment, ça passera quasiment inaperçu. Par contre, si on n'est plus en bull run ou qu'on n'est pas encore en bull run, ça aura un effet quand même assez important d'avoir d'un seul coup, par exemple, 50% en plus de tokens qui viennent au marché. J'ai pas vérifié pour Celestia, mais c'est juste une fois de plus pour imager un peu mon propos. Donc comme le disaient des personnes, par contre, pour revenir à notre bon vieux Matic Polygon, effectivement, quasi l'intégralité des Matic est disponible à ce jour au marché, donc on n'aura pas la fameuse variation qu'on peut avoir du côté de Celestia ou du côté de Arbitrum, de Optimism, de DYDX, de SUI, etc. C'est tous les tokens qui en ce moment ont énormément, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, de nouveaux tokens qui arrivent au marché. Cette capitalisation, donc, vous devrez l'estimer sur le non dilué quand effectivement il y a très peu de tokens au début qui sont disponibles. C'est le cas de Celestia, mais aussi en faire une projection diluée, c'est-à-dire au prix d'aujourd'hui, si on avait l'intégralité des tokens qui étaient disponibles, à combien j'ai ma valorisation. Et ça aussi, ça peut vous donner un bon ordre d'idée de si on est beaucoup trop valorisé à un instant T. C'était une réflexion qu'on s'était fait de notre côté à l'époque, je crois, avec Manu, on regardait un peu les tokens de DeFi quand AAV était autour de 500-600$. On se disait, mais comment ça peut capitaliser autant à un instant T? Il y avait beaucoup de TVL dans les protocoles, mais on avait une valorisation qui était stratosphérique. Et voilà, à partir de là, un tout petit peu de bon sens finalement peut aussi vous alerter, en plus de la hype, en plus de l'euphorie ambiante, sur le bon moment pour commencer à prendre relativement vite vos profits. Donc une fois que vous aurez placé correctement le top 5-10 par rapport aux capitalisations,
capitalisation, admettons qu'on se projette effectivement sur un Bitcoin qui aura 2000 milliards et un Ether entre 1000 et 1000 et quelques milliards, ce qui ferait un Ether entre 7000 et 8000 dollars à plus de 10 000 dollars, ce qui en soi n'est pas déconnant vu qu'on a l'ex-ATH qui est autour de 5000 et pour Bitcoin on a l'ex-ATH à 70 000, donc si on venait à 100 000 dollars et plus, toujours pareil, sur le même motif que les cycles qui sont passés, ça paraît être des performances qui sont tout à fait atteignables et sachant que c'est des performances même qui pourraient paraître assez pessimistes à bien des égards, donc j'essaie de faire le travail vraiment minimal du minimal sur ces chiffres. Et si on prend en considération que le marché crypto pesait à l'ATH de l'automne 2021, donc ATH c'est all-time high, c'est le point le plus haut jamais atteint par le marché crypto, on était à 3000 milliards tout rond. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on prend les capitalisations qui sont données par le modèle d'IA, juste pour Bitcoin, Ether, XRP, ADA, Sol, DOT, AVAX, Link, Matic, IGLD, on aurait 4380 milliards. On aurait rajouté à la balance 1380 et ça nous laisserait pour le reste du marché et des alts, pourquoi pas 1000, 2000 milliards supplémentaires pour aller s'établir entre 5000, 6000 milliards dans ces eaux-là. Ce qui pour moi, quand on voit les 3000 milliards du cycle passé, déjà si on atteint un x2 en capitalisation à 6000 milliards, ça serait assez miraculeux. Certains visent le market cap du gold d'aller chercher les 10 000 milliards, etc. On verra en temps utile, mais une fois de plus, je préfère donner des chiffres réalistes qui peuvent paraître pessimistes, mais au moins on ne sera pas déçu. Une fois que vous aurez positionné donc ce top 5, ce top 10 au niveau des capitalisations, vous allez pouvoir, par déduction, tenter d'appliquer la même méthodologie, et ce via 3 points. Est-ce que l'actif existe déjà depuis plus d'un cycle ? Basiquement Matic, il a déjà fait son x200. Donc mis à part si demain Google, Microsoft et compagnie utilisent la blockchain de Polygon, il y a très peu de chances qu'on refasse un x50 ou un x200 à partir de maintenant, vous en conviendrez. Est-ce que tous les coins et tokens sont dispo au marché? Je reviens pas dessus. Le comportement face à ses concurrents. On a eu un Matic Polygon qui a été un peu décevant ces derniers trimestres d'un point de vue spéculatif, je précise bien, pendant qu'on a eu l'envolée des nouveaux arrivants, Arbitrum, Optimism. On a Starknet qui arrive, on a eu Celestia, on ne peut pas le considérer comme un layer 2 loin de là, mais voilà, ça a quand même eu sa traction. Donc c'est vrai que c'est des choses à prendre en considération, de faire attention que les outsiders, en tout cas d'un point de vue spéculatif, ne prennent pas largement le pas par rapport à ceux qui sont là depuis plus longtemps. On terminera au niveau des news avec 2-3 petites infos. C'était Visa qui conclut un partenariat avec Transac pour permettre aux utilisateurs de 145 pays de convertir directement au moins 40 cryptos en monnaie locale sans dépendre des échanges centralisés. Ça c'est plutôt génial pour le coup, et c'était Goku qui mettait ça en avant. ProfChain qui nous mettait en avant que l'excès de profit des détenteurs Bitcoin a engendré une correction du marché au cours des dernières semaines. Donc ça c'est vraiment de la grosse analyse on-chain. Il y a les cohortes, il y a le comportement pour tout ce qui est Bitcoin dépensé, etc. Notamment, je l'avais vu sur un autre post, le fameux MVRVZ score. J'espère ne pas me tromper en les plans, mais voilà, c'est des noms qui sont relativement complexes à prononcer. Toujours est-il, on a les whales qui continuent et qui réaccumulent, tandis qu'il y avait eu effectivement à court terme un peu une distribution, une phase de doute aussi par rapport à cette approbation ETF Spot où on voyait beaucoup de Bitcoin de Grayscale bouger d'une main à l'autre, donc ça n'a pas énormément rassuré. Et pourtant, quand on regarde les chiffres factuels, voilà, tout simplement tout ce qui paraît régulièrement ces temps-ci, on a eu plus de Bitcoin qui sont rentrés entre les mains de BlackRock et des 10 autres prétendants d'ETF Spot par rapport à ceux qui sortaient de chez Grayscale. Génération Crypto qui mettait en avant que Polygon et Ethereum hébergent quasiment 50% de tous les projets RWA sur toutes les blockchains réunies, donc c'est Real World Assets pour ceux qui ne connaissent pas. C'est tout simplement la tokenisation de biens de la vie de tous les jours et notamment de l'immobilier comme on l'a vu au travers de sociétés pour Realty qui permet tout simplement voilà, de faire un pont entre des actifs de la vie réelle et la blockchain. On peut potentiellement plus tard absolument tout tokeniser et je crois que c'était justement le PDG de Mastercard ou de Visa, je crois que c'était Mastercard qui disait que plus tard ça pourrait être à lui seul ce marché des RWA des centaines voire des milliers de milliards. Je reviens pas dessus mais vous aviez un très bon article de Cryptost aussi sur Vitalik Buterin qui expose 4 manières dont l'IA pourrait fonctionner en synergie avec la blockchain. On en avait touché un mot la dernière fois, il y avait un long post, mais je vous invite bien entendu pour les férus de ce domaine
à consulter ce post en particulier. 1607 milliards ce matin, ça fait 2 mois qu'on est pile poil sur les 1600 milliards. La moyenne mobile 20 qui continue inéluctablement de remonter vers le cours et qui se trouve désormais autour de 1425 milliards. Les moyennes mobiles plus long terme, elles, avec la 50 qui est en train de croiser la 200 à la hausse, c'est ce qu'on appelle un golden cross qui est à 1230 milliards et ça correspond, je suppose, à peu de choses près à un bitcoin qui reviendrait à 30-31 000 dollars au plus bas et donc on a toute une fourchette de travail et notamment, comme vous le savez, les 35-36 000 dollars si jamais on avait de nouveau une petite attaque baissière. Crypto Total 2, donc ce sont les altcoins, on est bien finalement là aussi depuis 2 mois autour de la zone des 725 milliards, 760 ce matin au moment où j'enregistre l'émission. Donc on va voir comment ça va se passer. Toutes les moyennes mobiles sont paquées de la 50 à la 20 entre 678 milliards pour la plus haute et 610. Donc là, on a un matelas vraiment de moyennes mobiles qui est assez extraordinaire et qui désormais, normalement, si on est en pré-phase ici, pré-chauffage de bull run, ne devrait pas être reprise frénétiquement, en tout cas à la baisse, mis à part si on avait un catalyseur extrêmement baissier comme on l'avait eu en mars 2020 avec le fameux signe noir du Covid. Crypto Total 3 qui exclut Bitcoin et Ether, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles aussi et du support. Donc la 20 et la 200 sont parfaitement alignées autour de 425 milliards. Là aussi finalement ça fait un débattement qui est assez court et on peut constater, peu importe comment on le trace, il y en a qui verront un petit bull flag ici avant de partir vers le haut, d'autres un petit range complètement à plat. Dans tous les cas, on est vraiment en train de consolider ici après un mouvement quand même qui nous avait fait une très belle poussée depuis octobre 2023, les 315 milliards jusque ici autour de 533 milliards. Donc ça permet au RSI de souffler un peu, au volume de se tasser. Malgré tout, on a de belles choses qui sont en train de se produire du côté institutionnel. Donc franchement, on est plutôt pas si mal foutu sur ce début 2024 en espérant bien entendu qu'on n'ait pas un truc qui nous tombe à tout moment sur le coin du pif. Mais comme je dis souvent, d'un point de vue statistique, si on a eu vraiment un signe noir de marché en mars 2020, ça serait extraordinaire qu'on nous sorte à peine 4 ans plus tard de nouveau quelque chose du chapeau. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, voilà, plus rien ne m'étonne. En tout cas, 43 000 et quelques dollars ce matin, la mèche de retest ici à 38 500. Ça en faisait un bon point d'entrée malgré tout pour du DCA, les 38K 539. On a la moyenne mobile 20 qui est autour de 38 000 tout pile désormais et le Golden Cross donc de la moyenne mobile 50 et 200 sur Bitcoin qui se trouve autour de 31 800 et la 200 qui est désormais à 31 000. Donc là, en toute franchise, théoriquement, au vu de la phase qu'on approche avec un halving à 3 mois désormais, on ne devrait plus théoriquement revoir le Bitcoin sous 35 000. Si on le revoit, on ira chercher probablement les 31-32 ici pour mécher un peu et backtester en profondeur cette zone de sortie. Mais en tout cas, avant le halving, on n'est pas censé refaire une purge aussi grande, entre guillemets. Après le halving, encore moins. Donc après, ça reste du ressenti par rapport à ce qu'on a déjà vécu par le passé, etc. Est-ce qu'on ne peut pas venir chercher des objectifs techniques plus bas avec du 31-32, retester 35, etc. et ensuite faire quelque chose dans ces eaux-là? C'est de l'ordre du possible en 2024, mais il y a quand même un sentiment qui s'est installé depuis 1 an désormais, un sentiment de retournement. Et quand on regarde le prix électrique, ce que coûte aujourd'hui un Bitcoin à produire au travers de la planète, une fois que vous divisez encore la récompense par 2, soit on va assister de nouveau à une capitulation massive des mineurs, mais qui n'aura un impact assez minime finalement, puisque les capitulations des mineurs c'est toujours assez temporaire, ou bien on va avoir le prix qui va suivre tout simplement avant ou après le halving pour faire exactement ce que le marché crypto nous a toujours proposé après les halvings du Bitcoin, une poussée sur les trimestres suivants. Ça ne veut pas dire pour autant que lorsque le halving arrive, c'est en bouton on-off. On a eu plusieurs itérations où juste après le halving, on a eu un sell-off assez marqué du côté du Bitcoin. Donc comme je vous disais, ça ne serait pas étonnant aussi de voir un scénario où de nouveau on revient chercher du 50 000, voire 60-70 000. Le halving arrive et pof, on se retrouve de nouveau autour de 35 000 dollars. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi tout à fait arriver. Donc dans tous les cas, si on suit un peu le raisonnement, tous les chemins mènent au bull run normalement, sur un horizon de temps de quelques trimestres
supplémentaires. Pour autant, comme d'habitude, il faut envisager tous les cas, bien entendu, et le cas où on se serait tous trompés et où de nouveau on rentrerait en correction majeure. C'est pas ce que nous disent aujourd'hui les moyennes mobiles, c'est pas ce que nous dit le cours et c'est pas ce que nous disent les supports, mais bien entendu qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et dans le monde dans lequel nous évoluons actuellement, tout peut venir nous surprendre. On a le CAC 40 qui est en positif à 0,05, mais je vais pas m'attarder là-dessus en début de semaine, tandis que le SP500 nous a fait une clôture majestueuse vendredi dernier, 4958 en positif de 1,07. Donc vraiment le marché américain qui re-rentre en bull run finalement et qui malgré tout est dans cet attentisme de voir ce que va faire la Fed. D'ailleurs, il y avait, pour la petite anecdote, Trump, je crois, qui a déclaré qu'il virerait pour la SEC le Jérôme Powell. Donc voilà, les termes sont dits et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger en 2024, à la fois par rapport à ce fameux pivot de la Fed, puis autour de octobre-novembre pour l'élection du nouveau président des États-Unis ou pas, puisque peut-être que ça sera encore le même, et encore que je sais pas s'il peut se représenter. Enfin, je suis absolument pas ce genre de détails politiques aux États-Unis, n'hésitez pas à m'éduquer en commentaire, mais voilà, c'est un truc qui peut avoir quand même d'un point de vue des marchés un impact assez important. Ether qui continue sa petite consolidation aussi, finalement on fait le yo-yo entre 2002, 2003, 2004 depuis pareil 2 mois. On avait eu la mèche au moment où Bitcoin avait touché les 38,5 qui nous avait donné autour d'Ether à 1850, 1860. C'était extraordinaire puisqu'on est revenu mécher en profondeur tout l'imbroglio des moyennes mobiles ici qui aujourd'hui sont en train de se dépatouiller doucement, un peu comme ça l'avait fait à la genèse du dernier cycle haussier ici pour Ether. Bien entendu, c'est encore trop tôt pour le dire. Il y a aussi pas mal de personnes ces temps-ci qui sont très dubitatives sur les réseaux sociaux de ce que pourrait donner Ether sur ce cycle en termes de retour sur investissement. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'analyse de tout simplement la prédiction de l'intelligence artificielle, effectivement, si on voit un jour un Ether à 6 000, 8 000, 10 000 $, ça ne fait que 1 x3, x4, voire x5 à partir d'ici. Allez, x6 pour les plus optimistes si on allait chercher quelque chose de l'ordre de 12 000 $. Donc vraiment, faites attention à ça aussi. Exactement comme je l'ai dit pour Matic, sauf que Ether a un cycle de plus dans les pattes que Matic, on n'aura pas forcément quelque chose qui là va nous dégoupiller du x10, du x50 ou des trucs comme ça. Bien loin de là, et pareil exactement du côté de Bitcoin. Le gold qui n'arrive toujours pas à passer la zone clé des 2000-2050 $, donc vraiment ça se laisse un peu vivre du côté des métaux précieux. Nvidia qui continue son ascension folle, donc à l'époque on avait bel et bien identifié pour ceux qui étaient là une épaule tête-épaule inversée ici, elle était juste magnifique et derrière c'est parti comme une fusée. On avait quand même un point bas en octobre 2022 autour de 108 $, on est désormais à 661 $. Je n'ai quasiment que des regrets sur Nvidia puisque je suis sorti beaucoup trop tôt par ici quand on revenait non loin des points hauts autour de 270 à 280 $. Je pensais clairement pas qu'on franchirait l'ATH de novembre 2021, donc finalement j'ai loupé un x2 supplémentaire bien tassé, peut-être x2,5. Dans tous les cas, j'ai pris mes profits sur une position qui était parfaitement exécutée d'un point de vue technique, et là c'est une fois de plus complètement fou ce qui est en train de se passer du côté du marché américain. Et pour autant, vous voyez ce qui s'est passé ici entre novembre 2021 et octobre 2022 où on a eu une baisse complètement folle aussi. Je pense que tôt ou tard, vu la verticalité du mouvement, on aura exactement le même move et on reviendra peut-être un jour chercher la moyenne mobile 200 qui aujourd'hui se trouve autour de 229 $. À partir du moment où le RSI aura bien dégonflé, ça sera potentiellement mon prochain point d'entrée pour commencer le DCA du côté de Nvidia, si toutefois on n'a pas un truc qui continue à nous empiler des baobabs. Le BNB de Binance qui nous fait une consolidation à plat ici plutôt sympa aussi. Alors on avait eu un point bas qui s'était fait autour de 202 $, on avait eu la mèche extrême ici à 182, 183, donc moyenne mobile 200 et toutes les moyennes mobiles qui sont en train de se paquer. À voir ce que ça pourrait donner puisque Binance, malgré tout avec ce qui s'est passé autour de Sidzi, s'est pris un peu du plomb dans l'aile, mais je suppose qu'ils ont les reins suffisamment solides pour survivre à toute cette épreuve et en ressortir immensément plus fort. Donc clairement à ce jour, le token d'exchange qui a plus de chances de faire un petit quelque chose que les autres, c'est le BNB. Malgré tout, je me dois de vous dire exactement pareil que j'ai dit pour les actifs précédents. J'ai rentré du BNB sur le cycle précédent autour de 3 $. On est aujourd'hui autour de 300 $.
Je vous laisse imaginer un peu le delta, les X qui se sont faits sur ce genre d'actifs au cycle précédent. Ça ne va plus être, plus jamais, le même type de retour sur investissement. À part si demain, Binance devient le Apple de la crypto, ce qui en l'état, voilà, me paraît assez compliqué sur le papier, mais pourquoi pas. L'action de Coinbase qui continue de travailler autour de cette zone comprise entre 118 $ et on était venu chercher donc 136 $. Petite consolidation après une année 2023 qu'il a quand même fait passer cet actif de 31 $ à 188 $, donc une remontada complètement folle et qui peinait à être escomptée pendant tout le bear market où on pensait que cet actif ne se relèverait jamais. D'ailleurs, on aurait presque, je pense, un petit canal comme ça parallèle qui est en train de se dessiner. Bon, il n'est pas fou, mais voilà, on est en train effectivement de travailler la médiane ici autour de 135 $. Donc Coinbase qui, même si ne vous y intéressez pas pour le marché crypto ou pour spéculer dessus, pourra vous donner un très bon baromètre, je pense, de l'appétit institutionnel et de ce qui est en train de se passer sur le marché crypto lors de ce prochain cycle haussier. En tout cas, on croise les doigts pour que ça arrive. DXY 104.05 qui continue de remonter au contact de la moyenne mobile 20, donc un dollar qui est fort depuis un mois et demi, avec une belle remontada depuis les 100 points. Donc malgré tout, on rajoute 4 points du côté du dollar, ce qui laisse à penser que les opérateurs de marché essaient de temporiser pas mal pour voir un peu justement au moment du pivot de la Fed si c'est pas la déroute qui pointe le bout de son nez. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui ça a joué contre nous pour les actions et pour les cryptos, tout en ayant des cryptos qui, elles, se maintiennent et en ayant des actions qui pumpent. Donc, on a un marché en ce moment qui est un peu en mode schizophrénie, qui ne sait pas trop quelle personnalité il va laisser émerger. Mais en tout cas, je pense qu'en 2024, on va avoir des surprises. On terminera avec la Bitcoin dominance, 52,62% au-dessus de la moyenne mobile 20. Que va nous faire le Bitcoin comme prochain mouvement? Est-ce qu'on va à nouveau revenir chercher les fameux 50 000 $ pour peut-être faire un double échec et revenir travailler par la suite la fameuse zone des 35 000 $, peu avant ou un peu après le halving, ou bien va-t-on avoir une relance frénétique sur ce mois de février avec un printemps qui historiquement est en général plutôt pas mauvais pour le marché crypto et plutôt voilà, toujours pareil d'un point de vue purement statistique et quand on regarde les tableaux, c'est souvent l'été où on a une énorme temporisation et à l'automne un petit sursaut haussier avec des prises de profit aussi régulières qui se sont vues et faites autour du mois de décembre. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve ce soir pour le live Twitch et pour ma part je vous retrouverai mercredi. Ciao ciao.